Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition de Canal Presse. Quand les hommes intègres mènent leur révolution, impossible de s'accrocher plus longtemps au pouvoir. Blaise Compaoré l'a appris à ses dépens cette semaine, poussé à la démission par un peuple exacerbé par un projet de modification de la Constitution. Pourquoi cela a marché au Burkina Faso et pas ailleurs sur le continent africain? Quel avenir pour ce pays dont les militaires et les civils se disputent le pouvoir? Canal Presse aborde ces questions et bien d'autres ce dimanche. Voici le menu complet présenté par Ghislain Pierre-Essounou. Blaise Compaoré, un chasseur chassé. L'homme fort du 15 octobre 87 est tombé sous la pression de la rue. Hasard de calendrier, il a passé 27 ans à la tête du Burkina Faso. Il a démissionné en octobre et celui qui l'avait fait assassiner et enterrer à la va-vite avait 37 ans, comme l'article 37 qu'il voulait modifier. Dans la foulée, l'ex-président a vu succéder deux prétendants autoproclamés en une journée. Le général Traoré et le lieutenant-colonel Yacouba, chacun en ce qui le concerne, a dit officiellement avoir pris le pouvoir. Auparavant, les manifestants de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso avaient rencontré l'assentiment d'une bonne partie des députés burkinabés, farouchement opposés à l'intention d'alors de l'ex-président qui visait, on le rappelle, la levée du verrou de la limitation des mandats présidentiels. Et là ont commencé les ennuis de Blaise Compaoré, dont on dit déjà que les ennuis ne font que commencer. On gardera de lui un grand souvenir, celui de grand médiateur, un dictateur aussi qui a brillé par sa trop grande longévité au pouvoir. Le temps est donc venu de faire son bilan et d'envisager son avenir, ainsi que celui du Burkina Faso. Et tout cela devrait parler au Bénin, au Congo et aux autres, toutes choses restant égales par ailleurs. Le Cameroun, c'est le Cameroun, il n'est pas la Namibie. Ce pays africain exemplaire en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, qui le classe premier continental. Et pour la petite histoire, de 2013 à 2014, le Cameroun a seulement perdu 23 places au classement en la matière. Les derniers événements semblent conforter l'image d'un Cameroun qui a mauvaise presse. Et pourtant, ici, 200 titres au moins et une trentaine de télé et de radios se meuvent au quotidien. Il y a eu une loi libérale en décembre 90 et la censure administrative a été supprimée en 1996. Tout le mal, disaient les confrères, est dans l'environnement social de la presse à qui l'on attribue encore quelques pouvoirs. Tout cela, disait-il, s'accompagne de censures et autres intimidations informelles, mais parfois plus cruelles, au point que l'on exige aux journalistes à ce jour qu'il soit tenu par l'obligation de dénonciation, faisant ainsi de lui un autre agent de renseignement. A contrario, voici ce que dit Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, à savoir qu'un journaliste libre enquête et critique les politiques, cela est le gage d'une existence de la bonne gouvernance. Jugez-en vous-même. Ce programme est un rendez-vous hebdomadaire diffusé en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Et vous pouvez réagir en même temps que vous regardez à la maison sur la page Facebook dont l'adresse est la suivante, Canal Presse officiel. C'est donc sur Facebook. Invité au débat ce dimanche, Dr Francis Ampère-Simo, bonjour. Bonjour, Carole. Vous êtes enseignant, spécialiste du droit des médias, vous êtes enseignant à l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Donc, je vous accueille par cette information diffusée sur Internet cette semaine, cette fin de semaine précisément, dans une interview, dans une vidéo, diffusée par des télévisions. Vendredi dernier, l'un des principaux leaders du groupe islamiste Boko Haram dément une signature de cessez-le-feu avec le gouvernement nigérien. Il déclare aussi que les lycéens de Chibok sont désormais mariés et ne peuvent plus donc être libérés. Vous êtes surpris par cette déclaration? Permettez-moi d'abord, Carole, de dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 et de remercier Canal 2 de m'avoir convié à cette discussion dominicale. Je comprends que c'est la première fois, vous êtes ému. Okay. Et cela dit, il ne fallait pas s'attendre à autre chose que cela. Les terroristes ne sont pas des gens avec qui il faut négocier n'importe comment.
Parce que ce que la secte Boko Haram engage, c'est ce qu'on appelle une guerre psychologique. Effectivement, il doit y avoir eu des négociations avec le gouvernement nigérien, mais comme le terroriste vise à discréditer et à déstabiliser les États, ils s'engagent aujourd'hui à dire qu'ils n'ont jamais eu de négociations, qu'ils n'ont pas donné leur accord, ce qui n'est pas véritable. C'est une manière d'humilier le gouvernement. D'humilier le gouvernement. C'est d'autant que le président nigérien a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2015. Élection présidentielle. Oui. Et il voudrait donc porter un coup à ce président. Et le président aurait dû utiliser cette force de négociation-là pour se positionner dans la future élection. D'accord. Donc vous voyez que c'est C'est une guerre psychologique. Oui. Merci à vous d'être venu. Charles Tanganamanda, bonjour. Bonjour, Carole Yemelon, et toutes mes amitiés au grand public, à nos compatriotes qui vont nous écouter et vont nous regarder pendant 1h30 de temps. Je voudrais que vous me permettrez d'entrer de jeu, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun, notre cher et beau pays. Et en rentrant dans ce programme, j'ai des pensées les plus fortes pour le peuple burkinabé. Vous êtes spécialiste en communication politique, journaliste principal. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication du Cameroun. Je vous accueille par une bonne nouvelle qui nous vient du monde des affaires. Le Cameroun a gagné 10 places au classement Doing Business de cette année, rendu public donc en milieu de semaine. Il se classe même devant le Nigeria qui est la première puissance économique d'Afrique. Alors, comment est-ce qu'on peut consolider ces résultats réalisés par le Cameroun? D'abord, avant de répondre à cette question que je ne voudrais pas fermer, je voudrais dire que ce qui importe pour moi, fort des citoyens de ce pays, ce n'est pas forcément l'avis de quelques ONG dans le monde. Ce qui importe, c'est la réalité sur le terrain. Ce qui importe, naturellement, c'est la mise en œuvre du vaste programme politique mis en place par le président de la République en se faisant réélire par le peuple souverain en 2011. Eh bien, le chef de notre nation s'était engagé à faire du Cameroun une destination multisectorielle. En l'occurrence, donc, une destination des affaires pour booster notre secteur économique. J'observe naturellement, vous avez eu raison de dire que c'est une bonne nouvelle. Pour consolider cela, il faut, me semble-t-il, naturellement que notre pays continue à vivre dans la stabilité. Vous conviendrez avec moi, chère madame, qu'il n'y a pas d'affaires quand on est dans un tumulte, naturellement. Et vous conviendrez avec moi que pour consolider cela, il faudrait que l'État continue à jouer son rôle de facilitateur, rôle de régulateur. Et j'ai envie d'ajouter qu'il faudrait qu'il y ait des apports multisectoriels. Que cette destination Cameroun soit une destination qui bénéficie de la promotion de tous les Camerounais. Vous savez, il y a des compatriotes qui écument le monde pour essayer de mettre l'anathème sur notre cher et beau pays. Cela n'est pas toujours propice justement à faire du Cameroun une destination rêvée. Donc je conclus en disant que c'est très bien. Au niveau du gouvernement de la République, on est conscient de ce qu'il faille naturellement continuer à travailler davantage pour rassurer nos partenaires au développement, pour rassurer les investisseurs qui viennent, par la facilitation, comme je le disais précédemment, et surtout aussi par la transparence dans tout ce qui est fait. Merci. Parce que le monde aujourd'hui, le monde des affaires est un monde qui a pour ars et artium la transparence dans les affaires. Merci beaucoup. Christophe Bobiokono, bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs de Canal Presse. Directeur de publication de Calaras, l'hebdomadaire spécialisé dans le traitement des questions judiciaires. Vous êtes aussi membre de l'UJC et du Conseil national de la communication. Toutes ces casquettes sont convoquées aujourd'hui pour ces deux sujets en débat. Mais jeudi dernier, lors du dernier conseil de cabinet présidé par le Premier ministre Philémon Yan, on l'a appris que l'État a perdu beaucoup d'argent dans des procès, souvent parce que la défense n'était pas très efficace. Alors, vous qui écumez souvent les tribunaux, est-ce qu'il y a des procédures dont l'État aurait pu se passer ces dernières années? C'est très facile de dire que la défense n'est pas efficace. C'est, comment je peux dire ça, une autre insulte aux avocats, aux nombreux avocats qu'on a dans notre pays. Elle n'est pas satisfaisante tout au moins. Oui. Non, mais le problème, c'est les procédures qui sont engagées. Oui. Le problème, c'est les procédures qui sont engagées. Lorsque les procédures sont engagées sur la base d'un signal politique, vous voyez bien que ce ne sont pas des professionnels judiciaires qui pensent qui jugent opportunes les procédures qui sont engagées, mais c'est le politique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à la fin, ce sont des professionnels judiciaires qui sont jugés, pas des politiques qui viennent dire, écoutez, les intérêts de l'État ne sont pas bien défendus. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Vous savez très bien que
quelqu'un parlait tout à l'heure de facilitation. Nous sommes dans un pays qui a proclamé le pouvoir judiciaire depuis la Constitution de 1996. Or, précisément, depuis 1996, rien n'a été fait pour mettre en place ce pouvoir judiciaire. Il est simplement proclamé. Et voyez-vous, nous sommes dans un pays où depuis 2 ans, bientôt 3 ans, il n'y a pas eu de Conseil supérieur de la magistrature. Les réformes tendant à faire du juge le vrai, comment je vais dire ça, le vrai acteur du jeu judiciaire n'ont pas été faites. On ne peut pas être surpris par ce type de constat qui arrive malheureusement comme, comment je vais dire ça, pour jeter un écran de fumée sur le visage des citoyens. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à cela, c'est qu'il aurait été mieux, j'allais dire, de faire un audit du système judiciaire pour voir exactement où se posent les problèmes, afin d'avoir un vrai diagnostic de la situation. D'accord, une défense donc jugée satisfaisante, mais les résultats ne suivent pas. Non, je n'ai pas dit que la défense est satisfaisante, mais j'estime que l'accusation sur la défense est trop facile ainsi. D'accord. Noé Djebet Masoussi, bonjour. Bonjour Carole et bonjour à tous les téléspectateurs du Canal 2 et notamment à tout le peuple sportif camerounais qui est suspendu, n'est-ce pas, à la très bonne volonté du comité de normalisation de pouvoir normaliser finalement le Moi, je vous accueille par cette actualité, toujours dans les tribunaux. Vous êtes par ailleurs secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun. Vous aviez suivi au moment où vous étiez au quotidien Le Messager ces poursuites en justice contre l'ex-maire de Djombe Penja, Paul Eric Ngué. L'ONU vient d'exiger donc sa libération au motif que sa détention est arbitraire. L'ONU demande aussi à l'État de payer jusqu'à 7 milliards de francs CFA de réparation. À votre avis, est-ce que cette demande peut prospérer? Elle peut prospérer. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que les instances internationales demandent au Cameroun d'appliquer un certain nombre de décisions, dont normalement la réparation des torts. Mais vous savez, nous sommes dans un État qui va parfois à la vitesse de la tortue. Pour ce qui est de Paul Eric Ngué, pour ne pas le nommer, je pense que Christophe le disait tantôt, il y a un problème par exemple de l'entame des procédures. Je crois qu'en son temps, nous étions assez nombreux à décrier effectivement ce qui arrivait à ce citoyen. Et je n'avais pas manqué d'indiquer qu'il était le prisonnier de Marafa. Ça, je le répète et je le réclame, je le dis à haute et intelligible voix. Parce que tout ce qui a été démontré, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur du papier, que ce soit dans les procédures, n'indiquait en rien que ce monsieur était un instigateur des troubles lors des troubles de 2008. Mais seulement, il est tombé dans un guet-apens et puis on a eu sa tête sur un plateau d'or. Aujourd'hui où tout a été presque démontré, je dis bien presque démontré que sa détention, effectivement, elle est tout, sauf pour les motifs pour lesquels on l'accuse. Je pense que ses avocats ont tout fait de saisir les institutions d'abord africaines, des droits de l'homme, et puis, n'est-ce pas, internationales, onusiennes précisément, qui aujourd'hui, effectivement, sortent du bois pour réclamer réparation. D'accord. Donc, je pense que ce ne sera que logique. Maintenant, reste encore à ces avocats de pouvoir faire appliquer cette décision. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir la décision, mais c'est de pouvoir la faire appliquer. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer dans la presse cette semaine. C'est le tour complet de l'actualité, la revue de presse avec Arlé Debondébé. Bonjour. Blaise Compaoré et le pouvoir jusqu'au ridicule pour reprendre mutation qui, comme d'autres quotidiens africains, consacrent leur une à la révolution qui secoue le pays des hommes intègres. Le bien nommé Burkina Faso qui, selon Aman Mana, vient de donner à l'Afrique et au monde une preuve de ce qu'un peuple qui ne prend pas en main son destin au moment où il faut sera à jamais condamné à être refoulé dans les oubliettes de l'histoire. Et le quotidien pour revenir au Cameroun s'interrogeait un jour avant ce que ces hommes et femmes politiques de l'opposition peuvent apporter comme changement dans notre pays. Autant ils montrent une envie de se démarquer dans une offre qui tend à se distinguer. Kawala, Maurice Kamto, Aya Polabine, mais surtout Bena Ndjonga, le président du CRAC, le tout dernier parti politique déjà controversé si l'on en croit West Echo, les supporters du célèbre activiste sont divisés.
Intégration fait déjà savoir quand Benan Djonga et Martin Abega, c'est la rupture. En effet, le nouveau patron de l'Arctique refuse d'être le socle électoral du CRAC. Le socle idéologique du parti est justement l'agriculture, dit le messager. L'ingénieur agronome entend être une force de l'opposition au Cameroun en se préoccupant dans un premier temps du développement du secteur agro-pastoral qui devrait conduire à un développement économique durable du Cameroun. Justice, rebondissement dans l'affaire Bapes. Le ministre des enseignements secondaires, selon la nouvelle expression, a été convoqué au tribunal criminel spécial cette semaine. En croix des fiables indiscrétions, un examen minutieux des pistes du présumé détournement a été effectué depuis de longues semaines. Petite une du même journal et les 3 journalistes sous contrôle judiciaire. L'Infobar, également les grandes unes, d'abord du quotidien Le Jour et Mutation. Félix Syriac et Bolebola, Rodrigue Tongue et Baba Wame, inculpés au tribunal militaire pour non-dénonciation, sont interdits de toute communication publique et de sortie du territoire. Pour la nouvelle expression, c'est l'heure des grandes manœuvres du pouvoir marquées par les intimidations et incarcérations des journalistes, censure, saisie et suspension de journaux depuis 1990, constate le quotidien. Les manœuvres se renouvellent. Repère est dans la presse et parle justement de l'argent de la presse et de sa répartition par le ministère de la Communication. En 5 ans, dit le journal, le milliard débloqué par l'État du Cameroun au titre de l'aide publique à la communication privée a été distribué de manière fantaisiste et opaque. À lire en pied d'une, ces conflits latents entre directeurs généraux et leur hiérarchie, cas du clash entre le directeur général de la CNPS et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Fait-on prospective nouvelle pour mieux comprendre la guerre des correspondances entre Grégoire Ouna et Alain Noël Olivier Mokulu-Vondo Akam, accusés chez le Premier ministre par le ministre du Travail de s'inscrire dans la logique de l'affrontement et de nuire à l'action gouvernementale. Le directeur général de la CNPS a à son tour adressé une correspondance fleuve au Premier ministre pour répondre à sa tutelle et puis renchérir le journal. Il a par ailleurs écrit au président de la République du Cameroun pour lui présenter son bilan. Il y a également pour lire la petite une du même journal de Jean-Baptiste Biaye, le président du conseil électoral qui accuse le directeur général des élections d'insubordination, rallumant ainsi le feu de la crise au sein de l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Cameroun Tribune nous informe sur la fructueuse coopération Cameroun-Union européenne et les 185 milliards de bénéfices pour développer l'agriculture, réhabiliter les routes rurales et renforcer la bonne gouvernance. Il y avait signature de cette convention du 11e FED cette semaine entre le ministre de l'économie Emmanuel Nganou-Djoumessi et l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, Françoise Collet. Entre-temps, ça ne va plus entre Alucam et Rio Tinto. La multinationale canadienne a décidé de céder ses actifs dans le capital d'Alucam, actif de 46,7%. C'est en décembre 2003 que Rio Tinto Alcan, deuxième producteur mondial d'aluminium, avait racheté les actions détenues jusque-là par la société française Péchinet dans Alucam. De sources concordantes, les priorités stratégiques de Rio Tinto n'étaient plus en phase avec le plan d'affaires du groupe Alucam. Le financier d'Afrique et la cacophonie sur les chiffres des emplois créés au Cameroun. Les enquêtes sur les emplois créés en 2013 réalisées par l'Institut national de la statistique à la demande du ministère de l'économie contredisent les chiffres présentés par le ministère de l'Emploi qui soutient que 225 000 emplois ont été créés au Cameroun alors que l'INS n'a pu démontrer que 72 868. L'hommage mérité aux Lions indomptables et vice-champions d'Afrique, c'est à lire à Cameroun Tribune. Et puis 3 appels à la candidature de Tombi à Roko Sidiki. Selon l'investigation, les ligues départementales de l'extrême nord, du littoral et de l'ouest appellent l'actuel secrétaire général de la FECAFOOT à se porter candidat. Le journal Le Soleil Nyassa jette aussi un regard sur le remariage des divorcés, un sujet qui divise l'Église catholique. Le sujet était d'ailleurs au menu de la 3e assemblée extraordinaire du synode des évêques sur la famille tenue du 5 au 19 octobre dernier autour du pape François. Les évêques du monde entier face aux dérives de la société. Le clergé devait se pencher sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Bilan des travaux dans le numéro de l'effort camerounais. À dimanche, s'il plaît à Dieu.
Tout est allé très vite au Burkina Faso cette semaine, partie de l'exigence du retrait du projet de loi portant modification de la Constitution, notamment l'article 37 sur le nombre de mandats présidentiels. La foule en furie a finalement exigé et obtenu le départ de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Monsieur, je vous propose dans un premier temps d'examiner la situation actuelle au Burkina Faso qui cristallise les attentions. Vous avez suivi sûrement avec nous dans ce qui se passe dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest où des manifestations sont encore annoncées ce dimanche. Le peuple et l'opposition refusent que la transition soit organisée par les militaires. En 24 heures, le pouvoir a donc changé de main 2 fois. Christophe Obiekono, je commence par vous. Le nouvel homme fort de Burkina Faso, c'est le lieutenant-colonel Isaac Zida, numéro 2 de la garde présidentielle. Est-ce que vous avez des éléments sur lui? Qu'est-ce que c'est de lui et qu'est-ce qu'il peut maintenant qu'il est au pouvoir? Disons que ce n'était pas un monsieur de la lumière, donc c'est quelqu'un qui surgit comme ça, mais qui est qui travaillait dans l'une des structures, j'allais dire, importantes qui concourt au maintien ou à la consolidation, qui a concouru au maintien ou à la consolidation du pouvoir du président Blaise Compaoré. Son patron, le général, je crois, c'est... Honoré Traoré? Non, pas chef d'état-major globalement? Oui. Et serait introuvable pour le moment. Le numéro 1 tout au moins de la garde présidentielle. Le numéro 1 de la garde présidentielle, oui. Et qui avait conduit le commando qui avait exécuté le général Sankara, qui a été aussi à la manœuvre lorsque Norbert Zongo, pas Norbert Zongo, les 2 autres détenants de Blaise Compaoré étaient décédés. Oui. Donc on ne peut pas dire que sortant de ce moule-là, que ce soit quand même, de mon point de vue, quelqu'un qui puisse apaiser les Burkinabés. Peut-être qu'en choisissant un autre militaire, si tant est que la transition soit obligée d'être conduite par un militaire, en choisissant un autre militaire, peut-être qu'il y aurait eu une certaine accalmie. Et puis ce ne sont pas les militaires qui ont conduit à la situation actuelle, c'est bien des opposants réunis dans un collectif qui étaient opposés à ce que la Constitution soit amendée, et notamment ce fameux article qui limitait le nombre de mandats. Oui. C'est donc les politiciens qui ont amené le peuple à se soulever. Et donc c'est un autre coup d'État, semble-t-il, que les militaires font maintenant aux politiques par rapport à ce qui se passe. Oui, Djebel Bassoussi, le communiqué rendu public par le lieutenant-colonel Zida renforce un peu le flou sur la suite des événements. Il dit juste que les contours de la période de transition restent à déterminer. Est-ce que cela veut dire que l'armée a été prise de court et n'a donc pas de proposition, ou alors cela dénote d'une volonté de consulter les autres parties prenantes, l'opposition et notamment la société civile, pour construire le pays? Oui, j'aime bien la tournure. L'armée a été prise de court. Ça, il faut, à partir de leur agissement, on le comprend très bien. Il n'y a pas de préméditation dans la prise de pouvoir? Non, au niveau du coup d'État, il n'y en avait pas. Ça relève effectivement de ce qu'on peut appeler, et ça c'est le nom de baptême que Sankara avait donné, n'est-ce pas, à leur mouvement en 1983, lorsqu'il était Premier ministre. J'étais en prison, puis sorti, et il avait proclamé qu'à partir de sa sortie de prison, lui et son ami Compaoré, ils avaient proclamé la révolution démocratique populaire. En principe, c'est ce qu'ils ont voulu implémenter en Haute-Volta, puis au Burkina Faso plus tard, qui a été trahi effectivement par Compaoré. Et aujourd'hui, ça reprend encore au niveau de l'opposition, de la société civile. C'est pourquoi ils se sont jetés dans la rue, contre toute attente, n'est-ce pas, avec les forces de défense et militaires ont été jetés à leur trousse. Bon, mais il y a eu comme, comment je dirais, un appel peut-être divin au niveau des forces de l'ordre pour qu'ils ne continuent pas à massacrer les populations, s'ils sont tués. Et une fois Compaoré parti, souvenez-vous quand même que c'est son chef d'état-major qui s'est autoproclamé Honoré Traoré, le général Honoré Traoré. Voilà, président. Or, l'opposition de la société civile burkinabé ne veulent pas de ces gens qui ont été très proches, comme disait Christophe tout à l'heure. Même le numéro 2 de la garde républicaine, il pense que c'est toujours la continuité Compaoré qui reste au pouvoir, même s'il est parti. Donc, il est parti pour mieux rester. Par contre, l'opposition et la société civile proposent, si tant est que la transition doit être menée par un militaire pour une sécurisation pendant un petit bout de temps du pouvoir
il propose l'ancien chef d'état-major qui avait été limogé à la suite, n'est-ce pas, d'une querelle, voilà, d'une querelle de coup d'État qu'avait fomenté, n'est-ce pas, Blaise Compaoré à l'époque. Donc, eux, ils proposent que c'est lui qui prenne la transition. Donc, je pense que depuis hier, il y a des négociations entre la société civile, l'opposition et puis les militaires pour effectivement tabler définitivement sur cette question. D'accord. Charles Atangamanda, dans le quotidien Mutation de vendredi, Xavier Messé tirait déjà les premiers enseignements de cette révolution au Burkina Faso. Il écrivait qu'une armée républicaine ne doit jamais retourner les armes contre le peuple qu'elle est censée défendre. En cas de combat politique interne, elle doit rester à l'écart et n'intervenir que pour des arbitrages et non choisir son camp et massacrer l'autre. L'armée peut donc poursuivre son comportement honorable en organisant la transition, puisque visiblement, elle s'est rangée du côté du peuple. Oui, je pense que Xavier Messé est dans la bonne piste. Je voudrais ajouter à cela la posture singulière de l'armée burkinabé. C'est que, eh bien, c'est une armée qui a un goût du pouvoir plutôt assez prononcé et assez poussé. Vous souviendrez, vous savez, la mémoire de l'histoire est imperturbable. Avant que Sankara et Compaoré ne prennent le pouvoir en 1987, il y avait déjà eu 2 putsch avant eux. Et vous vous rendrez bien compte que ceux qui ont lu l'histoire un peu des putschs dans le monde, ils se souviendront que c'était la première fois que les frères d'armes, justement, si vous voulez, se massacraient entre eux. C'est-à-dire l'assassinat de Thomas Sankara, suivi, Bobby Okon, on cherchait le nom tout à l'heure, suivi de l'assassinat de Lingani et de l'autre troisième, Jean-Baptiste Ouedraogo, le troisième, eh bien, ce fut un choc incroyable. Et même dans les travées de l'armée et à l'échelle africaine. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que de mon point de vue, le plus grand service que l'armée burkinabé puisse rendre aujourd'hui à l'Afrique et singulièrement au Burkina Faso, c'est de se mettre en retrait et donc de jouer le rôle d'un témoin simplement sécuritaire. D'ailleurs, je voulais prolonger, M. Ndjeben Massoussi, qui était encore sur l'actualité d'hier. Avant que je rentre dans ce studio, l'actualité a suffisamment évolué. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la société civile burkinabé, les acteurs politiques, ceux-là même qui ont appelé le peuple dans la rue pour faire barrage justement, si vous voulez, à l'adoption de ce projet modifiant la constitution burkinabé, eh bien, ils sont dans une autre logique actuellement, celle qui veut qu'en fait la transition soit menée par le pouvoir, par des forces civiles. C'est-à-dire qu'il est question de mettre en place une coalition société civile, acteurs politiques, encadré sur le plan sécuritaire par l'armée. Ceci expliquant cela, je voudrais terminer en disant, parce qu'il faut que le public comprenne très bien la scène ivoirienne. De mon point de vue, c'est la scène burkinabé, attention, la scène burkinabé. On n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin. D'ailleurs, l'ancien président déchu se retrouve maintenant en Côte d'Ivoire. Donc, la scène burkinabé, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse burkinabé n'avait jusqu'à date pas pu faire l'OD de Thomas Sankara. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Quand vous voyez ces jeunes déférer dans la rue, en 1987, Madame Yemelon, moi je vais vous dire sincèrement, j'appartiens à cette jeunesse-là qui est en train de rentrer dans ses premières notes de philosophie. Vous comprendrez aisément la classe que je faisais et qui était très, j'ai envie de dire, éprise, cette jeunesse-là, par le message de Thomas Sankara. Et donc, l'assassinat de Thomas a quand même poursuivi Blaise pendant 27 ans. Et il a réussi le plus dur. Dommage, justement, qu'au moment où on pensait qu'il aurait pu aisément, donc, parachever ce qu'il a réussi en quittant la scène comme il fallait. Le destin a tranché autrement. Et j'achève en disant, moi, je suis un déterministe. Je crois à l'harmonie préétablie. Reste à ce que le peuple burkinabé sache raison garder et remettre son pays sur des bons rails. Merci. Docteur Francis Ampère-Simo, qu'est-ce qui peut contraindre l'armée à bloquer cette révolution? Est-ce que l'Union africaine qui dit qu'elle veut une transition civile, alors cette opposition et ces jeunes dans les rues, est-ce qu'ils peuvent arriver à forcer l'armée à dire non, nous n'organisons pas la transition, finalement nous nous retirons et nous laissons les choses faire? Bon, premièrement, il y a un slogan qui avait cours au Burkina Faso et qui a été peut-être ce qui a symbolisé la démarche du peuple burkinabé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, il y a une forme de déterminisme chez le peuple burkinabé. Et aujourd'hui, même l'armée en question ne peut pas empêcher
au peuple burkinabé. Donc le peuple va aller jusqu'au bout. Le peuple va aller jusqu'au bout. Vous vous êtes rendu compte qu'après la folle semaine des ordres qui a abouti au départ de Blaise Compaoré, le lendemain, ils étaient dans la rue, ils nettoyaient leur ville. Oui. Donc c'est un peuple déterminé et il faut retenir que rien ne peut venir à bout d'un peuple déterminé qui sait ce qu'il veut et où il va. Alors parlons de cette fin de règne maintenant, celle de Blaise Compaoré. 27 ans donc au pouvoir se sont achevés par des scènes de pillage. On l'a bien vu cette semaine, le Parlement, l'hôtel où les députés se sont réfugiés en début de semaine, ou encore des maisons des proches de Blaise Compaoré ont été pillées. Est-ce que vous comprenez ces exactions de ces jeunes, Noé Djebet Massoussi, qui s'en prennent comme ça au sceau et au symbole de la République comme le Parlement? Mais c'est un peuple dépité. Et lorsque on est dans cette situation-là, on cherche une cible. La cible pour ces jeunes, c'était effectivement les parlementaires. Parce que, en principe, ils ne voulaient pas que ces parlementaires se réunissent pour prendre position par rapport à ce projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Oui, parce qu'ils savaient que s'ils se réunissent, ils vont valider. Oui. On connaît nos parlements africains qui ne sont même que la couleur politique de l'Assemblée nationale. Non, mais ils sont combien? Oui. Hein? Ils sont combien? Les parlements africains sont obèses partout, hein, en faveur des partis au pouvoir. Et donc, tout texte qui passe par là serait une lettre à la poste. Oui. Donc, le peuple burkinabé le savait. Et c'est pourquoi ils étaient déterminés à aller perturber les assises de ce Parlement. Raison pour laquelle c'était la cible principale. Maintenant, les proches de Compaoré, bon, je pourrais dire tout naturellement, on se dit qu'il y a pour certains, même s'il faut quand même reconnaître que certains ont travaillé avant d'avoir tous les biens qu'ils ont, mais la plupart, généralement, on sait que c'est suite à des favoritismes, n'est-ce pas, incompris, hein, qu'ils deviennent riches. Donc, pour avoir profité de la position de leurs frères et leurs proches. Absolument, absolument, pour se faire, n'est-ce pas, plein les poches et avoir un matelas financier, n'est-ce pas, arrogant, et qui effectivement finit par révolter le peuple. Donc moi, je pense que c'était les deux cibles principales. Le reste de la population était quitte, du moins n'a pas été touché tout au moins par ces exactions. Alors, je partage avec vous, Christophe Bibokono, ces propos tenus par Blaise Compaoré en 1987, alors qu'il venait d'arriver au pouvoir. Les propos étaient contenus dans un entretien avec Jeune Afrique Intelligent. Il disait alors qu'il n'a jamais rêvé du pouvoir et qu'il ne s'y accrocherait pas. Il disait alors avoir participé à 2 coups d'État et à chaque fois, il avait remis le pouvoir à quelqu'un d'autre. 27 ans plus tard et plusieurs modifications de la Constitution, est-ce que ce n'est pas s'accrocher au pouvoir? Je ne sais pas s'il faudrait que je vous réponde, puisque les faits sont là, qui qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La volonté de M. Compaoré de s'accrocher au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces propos tenus en 1987 et 27 ans plus tard? On sait d'abord que Blaise Compaoré a pris le pouvoir parce qu'il était manipulé par des puissances étrangères. Donc il a liquidé Thomas Sankara. Donc c'était un pion de l'étranger, ça c'est clair. Et d'ailleurs, les jours qui précèdent le dénouement qu'on connaît montrent bien que la France essaie de lui proposer un pont. C'est pas un pont d'or, mais ça y ressemble un peu. On lui dit tu peux laisser le pouvoir, mais tu mets ton talent à la disposition de la communauté internationale. Tu ne chômeras pas. Oui. Donc ce type de leader-là, ce ne sont pas des leaders pour l'Afrique, ce n'était pas un leader pour le Burkina Faso, c'était un leader pour l'étranger. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, si ces suppôts lui disent continue, reste, nous n'avons pas encore trouvé quelqu'un pour te remplacer, il restera. Donc, il parle de suppôts et vous semblez être d'accord. Je voudrais peut-être vous demander, en citant un extrait de cette lettre adressée par le président Hollande à M. Compaoré le 7 octobre dernier, où on dit que la France a mis en garde Compaoré contre un changement non consensuel de la Constitution. Est-ce que cela veut dire que si ça avait été une modification consensuelle, ça aurait été accepté par la France, par exemple? Oui, naturellement. Vous savez, il faudrait bien le mettre sur notre table de travail cette mi-journée. Compaoré avait déjà un rôle très important en Afrique, tout au moins au niveau de la côte ouest africaine, en tant que médiateur de la communauté internationale. On l'a vu, n'est-ce pas, dans la scène ivoirienne, on l'a vu même dans les tractations concernant le Mali, dans les coulisses, etc. etc. Donc je pense qu'il s'est fait une stature
plutôt assez inattendu. Personnellement, j'étais impressionné par ce qu'il avait réussi à devenir, ce putschiste de 87. En tout cas, au sortir de sa 15e année de pouvoir, il a su redorer son blason, n'est-ce pas, mettre des costumes coupés, au propre comme au figuré. Et bien coupé du reste. Et donc, oui, vous savez aussi, je crois que quelqu'un l'indiquait tout à l'heure, c'est important, je le dis avec mes mots, c'est que à l'échelle internationale, nos États sont, entre guillemets, très bien espionnés. Je pense que la France avait des éléments très importants, des éléments stratégiques, qui montrait que, eh bien, Compaoré n'allait pas évoluer sur du velours encore moins sur du tapis vert. Et deuxième élément, vous savez, le schisme qu'il y a, ça n'a pas été beaucoup relevé par les médias. Hein. Il faut le dire ici, sur Canal 2, dans cette émission de Canal Presse, c'est qu'il y a eu un schisme entre les derniers acteurs de la société civile qui accompagnaient Compaoré. Parce qu'en fait, il a aussi il a eu l'intelligence politique si vous voulez, de s'allier quelques acteurs du champ politique, Roch Kaboré et tous les autres, qui ont une main mise sur la jeunesse. Souvenez-vous du déplacement du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui est allé pour essayer naturellement d'amener ses frères à faire, si vous voulez, tabula rasa sur ces divergences concernant l'éventualité d'une modification de la constitution burkinabé qu'envisageait, comme bien entendu, Blaise Compaoré. Donc, ils n'ont pas pu s'entendre et ce schisme-là, dans son propre camp, était déjà de nature à éveiller les soupçons de la France sur ce que la conscience collective burkinabé pouvait justement arriver à faire des choses pas toujours orthodoxes pour cet homme qui était leur homme. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc globalement, je crois que oui. Aujourd'hui d'ailleurs, moi j'ai suivi, c'est mon rôle, c'est mon métier comme vous le savez, j'ai suivi toutes les prises de position, notamment dans l'Hexagone en France. J'ai pu vous dire que la communauté française, notamment les leaders français, ils ont quand même un pincement au cœur. Ils ont le beau rôle d'ailleurs de fustiger ceux qui voient seulement, je vais dire, Blaise Compaoré en assassin, en ceci, cela. Ils remettent très rapidement en avant-scène sa stature de médiateur et son intelligence politique. Donc globalement, la France a un pincement au cœur et on peut la comprendre. Alors, Francis Ampère-Simon, en quoi ça sert de se construire une stature internationale louable, comme on vient de le dire, et être vomi par les siens sur le plan local? Blaise Compaoré s'est conçu une statue internationale de médiateur, mais il fallait qu'il donne ce blason-là sur le plan interne en laissant le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, c'est le véritable le bailleur qui a récupéré les clés de la maison. Donc, il aurait pu mettre ce talent qu'il s'est bâti au niveau de la communauté internationale au profit peut-être de la francophonie. Peut-être on lui aurait cédé cela sur le plan international. Bon, je me demande bien, Noé Djeben Massouci, pourquoi est-ce que l'armée n'a pas ouvert les feux sur les manifestants? Ou bien pourquoi est-ce que Blaise Compaoré n'a pas demandé d'ouvrir le feu sur les manifestants? Non, dans les premiers jours, il a bien demandé. Et vous vous souvenez bien qu'il y a eu des morts. Il a bien demandé. Mais l'armée déclare avoir tiré en l'air. Oui, mais vous vous souvenez de 90 où certains Camerounais sont morts de piétinement. C'était les piétinements par balle alors? Les piétinements par balle. Bon, vous savez, il y a une des rhétoriques qui veut toujours masquer certaines choses. Il ne faut pas se sentir toujours, n'est-ce pas, à l'aise quand on dit qu'on a tiré en l'air et quelqu'un est tombé. Je sais qu'il y a plein de cardiaques qui se promènent un peu partout, au moindre froissement, des vieux camions qui écument les rues, ils peuvent tomber. Mais ce n'est pas le cas. Quand quelqu'un meurt de balle, il meurt de balle et c'est visible. Donc moi je pense que non, l'armée, je vous dis, à un moment donné, il y a eu comme un appel divin qui a pu maîtriser cette armée à un moment donné. Après, je crois, 48 heures de grande euphorie, il y a eu comme, n'est-ce pas, un appel qui a calmé ces soldats. Parce que je ne comprends pas pourquoi les premiers jours, il était tellement incité, n'est-ce pas, à aller à l'affrontement avec les populations. Au deuxième jour, quand le feu a commencé à jaillir, au moment où on attendait le plus qu'ils aient la gâchette facile, c'est là où ils ont été beaucoup plus tempérés encore. Et je crois qu'à partir de là, ils ont pu mesurer, n'est-ce pas, l'élan, l'élan populaire et dire que ici, si on le fait, on court au massacre. Je crois que ça sera un génocide. Mais je vais revenir sur ce que Christophe disait tout à l'heure, à partir de... Est-ce qu'il y avait une volonté de quitter le pouvoir, de ne pas s'éterniser? Non. Ce qu'on ne dit pas trop, c'est que l'article querellé cache beaucoup de choses.
ce n'est pas seulement enlever le verrou de la limitation de mandat. Mais cet article donnait la latitude à Compaoré de rester au pouvoir pendant au moins 21 ans encore. Oui. Ça, c'est ce qui n'est pas dit clairement dans les débats, mais ça donnait la latitude à ce que Compaoré y reste pendant au moins 21 ans encore. Et c'est ça qui choque davantage. D'accord. Alors, monsieur, je voudrais vous demander à vous, peut-être à Christophe Bibiokono, pourquoi est-ce que les opposants à la modification de la Constitution ont échoué dans d'autres pays d'Afrique? D'abord, il faudrait que je dise un mot sur l'attitude de l'armée burkinabé. Lorsque vous voyez les images, vous voyez que ce peuple-là s'est vraiment mobilisé. Et à ce moment-là, ce n'est plus simple. Lorsque vous avez 2 PD, 3 tondus qui font une manifestation, c'est très très facile pour une armée de les contenir. Mais lorsque vous avez 1 million de personnes qui se déploient, ça devient extrêmement difficile. Mais ailleurs sur le continent, on a 1 million de personnes et l'armée a ouvert le feu. Deuxième chose, oui, mais même au Burkina Faso, moi j'ai vu l'exhibition des balles réelles. Oui. Donc on peut vous dire qu'on a tiré en l'air, si c'était pour faire du bruit, on ne se dirait pas des balles réelles. D'accord. Donc je pense qu'au Burkina Faso, il y a quand même ces dernières années, on a noté un certain nombre de mutineries. Ça signifie que les militaires, en temps normal, sont armés. Oui. Ils sont armés. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un seul courant dans l'armée. Et d'ailleurs, on vous dit que la garde présidentielle et un certain nombre de services est une armée dans l'armée. Oui, qui était une armée dans l'armée. Ça peut ressembler à d'autres territoires. Oui. Ne regardez pas vers là où je pointe mon regard. Mais je pense que l'interprétation qu'on doit avoir, c'est que si un peuple veut vraiment obtenir quelque chose, il peut l'obtenir. D'accord. Il peut l'obtenir. Maintenant, j'ai oublié le sens de la question que vous... Pourquoi ça a marché? Ça a échoué ailleurs et ça a marché au Burkina Faso. Mais je pense que la réponse est même déjà dans ce que je viens de dire. Oui. La mobilisation quand même était exceptionnelle. Oui. Tout le monde s'est senti concerné. Vous avez vu les mamans, vous avez vu les jeunes qui ont parlé à la télévision. Les dames avec les spatules sont voilà, vous avez vu. Au Cameroun, par exemple, pour revenir, parce que on pose des questions sans citer. Au Cameroun, il y a une situation. Les citoyens pensent qu'il y a une catégorie, peut-être les journalistes qui doivent peut-être, aller au charbon, et les autres vont peut-être recueillir les fruits. Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait que les citoyens camerounais apprennent à s'exprimer, et là, les hommes politiques, ceux qui sont avisés, finissent toujours par comprendre le message du peuple, surtout lorsqu'il y a une masse critique qui s'exprime pour demander quelque chose, on évite toujours d'aller vers l'affrontement du type qui conduit à des... D'accord. Charles, vous voulez réagir au propos de Christophe Bibiokono? Non, c'est pas... Alors, je vous pose une question. Plusieurs présidents ont fait sauter les verrous de la Constitution. Le Cameroun en 2008, le Tchad en 2005, le Togo en 2002, la Tunisie en 98, on a eu aussi Mamadou Tandja en 99, Omar Bongo, Lansana Conté, la liste est bien longue. Dans certains cas, il y a eu des manifestations qui n'ont pas conduit au départ des présidents. Et maintenant, le peuple, est-ce qu'il était prêt dans ces cas-là, ou bien alors c'est la société civile qui n'a pas soutenu? Est-ce que c'est les opposants qui ne sont pas allés au front pour supporter cela, ou alors l'armée avait tout simplement fait allégeance à ses présidents et donc a refusé de se ranger du côté du peuple? C'est une très bonne question de journaliste qui couvre au moins 3 ou 4 questions sous-jacentes. Ce que je vais dire, c'est que, de mon point de vue, je vais citer Aimé Césaire pour vous répondre, madame. Il y a des peuples à commotion, des peuples justement qui vivent une histoire qui se répète. Je pense que dans les pays auxquels vous faites référence, et dont le Cameroun, vous voyez, je ne vais pas reculer pour parler du Cameroun. C'est d'ailleurs avec une fierté tout à fait complète que je vais le faire. Le Cameroun a cette chance de ne pas faire partie des peuples à commotion. C'est pour cela, de manière technique sur le plan de l'oralie, au niveau de la maîtrise de l'oralité, quand j'entrais dans cette émission, j'ai rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. Et je voudrais maintenant ajouter, en rendant hommage au peuple camerounais, d'avoir toujours su faire le bon choix dans des grands moments de l'histoire de notre pays. Et je pense que je continue sereinement, M. Bibiokono, quand vous parlez, je vous écoutais. J'ai même refusé de répondre à ce que vous avez dit. Laissez donc la modératrice ouvrir le débat. C'est un débat ouvert. Donc, ce que je dis, c'est que, globalement, chère madame, le Cameroun, le Tchad que vous avez cité, et deux ou trois autres pays,
Et cette fois-là, après avoir cité Aimé Césaire, je vais citer un grand éditorialiste d'une grande chaîne de radio internationale. Pourquoi vous allez directement c'est important, je vais directement, je suis en train de vous répondre. Oui. Je vous dis que chaque peuple a ses réalités. Chaque peuple a sa manière de concevoir l'avenir. Et donc, le peuple camerounais, lui, la croit dans cet espace. D'ailleurs, je suis très surpris que M. Bobiokono en vienne à estimer que le peuple camerounais, d'une manière comme une autre, aura aussi dû aller dans la rue, parce que ce qui se passe actuellement, au Burkina Faso, oui. Croyez-moi, madame, j'ai entendu, tout à l'heure vous m'avez étouffé, je voulais faire référence à cette radio qui anime la scène burkinabé en ce moment. Je puis vous dire que depuis hier, ces éditorialistes étaient déjà en train d'envoyer des signaux à la scène, aux acteurs politiques burkinabé, en leur disant, ne laissez pas l'armée vous ravir la vedette, c'est vous qui êtes allé avec, qui avez envoyé les gens dans la rue, prenez vous-même les devants. Et c'est ça qui nous manque au Cameroun. Et cet éditorialiste donc, que je ne vais pas nommer, un certain Jean-Baptiste Plaka, je l'apprécie. Il disait précisément que non, ce qui annonce déjà sur la scène africaine, notamment au sud du Sahara, un printemps noir, un printemps africain, risque de faire shit parce que chaque peuple a ses aspirations pour son avenir, chaque peuple a son histoire et sa vérité. Et il faudrait que nous respections cela. C'est naturel, même quand il y a eu le printemps arabe, quelques compatriotes en rêvaient, ils rêvaient de voir le Cameroun balayer de cette façon-là. Il y en a qui veulent arriver aux affaires par des raccourcis. Moi, je suis un démocrate. Et madame, je conclue en disant que le rêve pour mon pays, en ce qui me concerne, c'est précisément que nous allions dans une alternance tranquillement démocratique, que le peuple souverain se détermine et choisisse, comme en 2011, comme par le passé, c'est lui qui doit diriger à ses destinées. C'est tout. Mais Carole, il faudrait quand même noter en 2 secondes que M. Atanganamanda fait une confusion notoire entre l'expression d'un peuple et la descente dans la rue. Oui. Je lui laisse le choix de ses mots. Je vais répondre. Je m'exprime. Je vais répondre, c'est important. Vous permettez que je préfère que Bobiokono termine. Parce que Bobiokono... D'accord. Je peux terminer. Non, monsieur Bobiokono, vous savez, on se connaît depuis de longue date. Je peux jamais faire la moindre confusion. On termine rapidement. S'il vous plaît, je peux jamais faire la moindre confusion entre l'expression de la conscience collective. J'ai employé mes mots. Entre l'expression de la conscience collective et la descente dans la rue, les deux sont liés. La conscience collective burkinabé, c'était quoi? C'était que, voilà, Blaise Compaoré, il y en a marre, 27 ans c'est trop, et il va falloir que lui aussi libère la scène. Et à cette conscience collective burkinabé, unanimement partagée et par la société civile et par les acteurs politiques, eh bien le peuple a été appelé dans la rue, lequel peuple a adhéré justement à cette manière de voir les choses. Voilà, M. Bobiokono. D'accord, merci. Donc je suis très cohérent. Moi, je vais mettre ma souci, s'il vous plaît. Non, je pense que le peuple n'a jamais dit que Blaise Compaoré a fait 27 ans, il faut qu'il parte. Si, il y a des plancards. Nous avons vu des plancards à la télé. Le peuple a dit, vous avez fait 27 ans. On n'en veut plus. Il est inutile de continuer à tripatouiller la Constitution pour y rester. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a des plancards, M. Massouci. Regardez la télévision, suivez les médias. C'est une question de sémantique. Je préfère laisser Noé Djebel Massouci terminer. Je vous en prie, à partir de là, terminer. deuxième chose, je pense qu'en tant qu'Africain, je ne connais pas de printemps en Afrique. Il n'y a pas le printemps. Donc il faut que les gens arrêtent ce verbiage inutile de parler de printemps arabe, de printemps au sud du Sahara. On ne connaît pas de printemps ici. Tout comme on ne parlerait pas de neige en Afrique. Pour le moment, en attendant un nouveau monde. Vous appelez ça quoi donc? En attendant un nouveau monde. Non, vous appelez ça quoi? Ça c'est de la révolution. C'est de la révolution tout simplement. Maintenant, je vais venir à votre question initiale. Pourquoi ça n'a pas marché ici, par exemple, pourquoi ça n'a pas réussi au Cameroun? Restons au Cameroun, au Cameroun que je connais mieux. Ça n'a pas réussi au Cameroun parce qu'il y a eu bipolarisation sur la motivation de la manifestation. Vous savez bien qu'il y avait un front du non à la modification de la Constitution. À côté de ce front du non qui commençait à se constituer, je me rappelle du gaz lacrymogène versé sur Nietzsche et trois députés au niveau entre l'Ouad et du moins à Bessengue. Dans une rue de Douala. Voilà, je me souviens encore du marathon, n'est-ce pas, entrepris par Mbouamassok et Kawala, qui se sont finalement réfugiés à l'archevêché de Douala. Tout ça, c'était le front du non. Maintenant, à côté de ça, ceux qui, effectivement, les ingénieurs qui sont dans les laboratoires au Cameroun pour distraire le peuple camerounais, ont inventé un autre vocable qui s'appelait les émeutes de la faim. Et à partir de là, les motivations n'étaient plus les mêmes. On a dilué les motivations de départ. Effectivement, on a laissé le front du non
contre la modification de la Constitution. Pour revendiquer autre chose. Voilà, pour les diluer dans les émeutes de la faim. Et finalement, cette confusion a donné les débordements qu'on connaît, c'est-à-dire les gens sont allés piller ce qui n'était pas effectivement l'objectif premier. Donc les gens sont allés piller ce qui a effectivement amené l'armée jusqu'au BIR, n'est-ce pas, intervenir. Non, mais c'est le BIR qui a été utilisé. C'est le BIR qui lutte contre le Boko Haram. C'est le BIR qui a été utilisé pour mater les manifestants en 2008. D'accord. J'ai quelque chose à ajouter. Je voudrais bien que Francis Sampès me prenne la parole. Sur la scène de notre pays, je pense que les événements de 2008, et même si comparaison n'est pas raison, il n'y a de science que comparative. Eh bien, si je fais une étude comparée sur le plan purement scientifique, je voudrais quand même dire mon étonnement de ce que les stratèges qui accompagnaient M. Blaise Compaoré n'aient pas pensé à la symbolique des dates et de l'histoire. Décider de modifier la Constitution au mois d'octobre, alors qu'on sait que depuis 27 ans, à chaque mois d'octobre, la scène politique, la société, l'espace public, le champ médiatique burkinabé est toujours en transe par rapport à la mémoire de Thomas Sankara. Et donc la scène est naturellement surchauffée à chaque mois d'octobre. Oui. Et des deux, je suis très surpris parce que M. Compaoré était quand même, il avait la majorité, n'est-ce pas, il avait la majorité avec lui au Parlement. Et je suis surpris que son parti, donc, qui était un grand parti, qui était supposé rallier, j'ai envie de dire, force citoyen à sa cause, qu'on n'ait pas pris des dispositions aussi pour que ceux qui accompagnent... C'est là la magie burkinabé, parce que le peuple n'a pas laissé que ce projet... Je termine donc, monsieur Massouci. Je termine, monsieur Massouci. Non, je termine, monsieur Massouci. Moi, je termine en une phrase en disant simplement que, écoutez, on peut gloser sur tout ce qu'on veut. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. On peut gloser sur tout ce qu'on veut. Oui. Moi, je crois au destin, je crois à l'harmonie préétablie. Eh bien, ce qui est arrivé, le peuple a choisi le moment que Dieu lui-même a bien voulu. Merci. Voilà. Alors, Docteur Francis Sampers Simon, quel impact le Burkina peut-il avoir sur les projets de modification des constitutions annoncés dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Bénin, le Burundi et tout proche de nous, le Congo-Brazzaville? Je dirais que l'exemple burkinabé va impacter sur tous ces pays-là. Le peuple africain, dans sa grande majorité, a fini par prendre conscience de ce que c'est le peuple qui détient le pouvoir réel. Est-ce que c'est pas trop facile, monsieur, de dire je ne partage pas ce point de vue-là. Je pense qu'il faut d'abord je pense que les Burkinabés sont plus sensibilisés à la chose politique que les Camerounais, par exemple. Et moi, j'ai fait des voyages à l'étranger avec des journalistes burkinabés. Même dans la façon de percevoir les choses, c'est totalement différent. Il faudrait que les citoyens prennent conscience de leur propre destin. Lorsqu'ils pensent que la route qui mène dans leur village n'est pas bien entretenue, qu'ils aient l'habitude d'aller dire au maire, monsieur le maire, il faudrait penser à refaire cette route-là. Lorsque l'eau potable, entre guillemets, qu'on leur sert, arrive à tempérament et qu'elle arrive avec de la boue, il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils peuvent aller dire aux responsables de la société des eaux que c'est ainsi qu'on peut parvenir à des grandes revendications. C'est ce que j'appelais l'expression. Il faudrait que nos peuples, en tout cas au Cameroun, que les gens apprennent à s'exprimer et ne s'en remettent pas aux journalistes. C'est ça le problème du Cameroun. Non, je viens à vous à une question, mais ce n'est pas le rôle des partis politiques d'éduquer les populations à prendre la parole, justement, dans ces cas-là. Précisément, madame. Dans un parti politique, je ne vous demanderai pas de dévoiler votre casquette ici, mais au moins, est-ce que vous faites ce travail de sensibilisation dans votre parti en disant, si vous manque quelque chose, sachez que c'est telle personne qu'il faut sanctionner jusqu'au plus haut sommet de l'État? Bien sûr, précisément, vous avez raison, madame Yemelon, parce que si vous lisez la Constitution du Cameroun, elle est bel et bien précisée, entre autres missions imparties aux partis politiques, eh bien, la formation des citoyens, n'est-ce pas, la formation à la vie publique, la formation à la citoyenneté précisément aussi. Mais je vais répondre peut-être en me mettant au milieu, en disant que, oui, les signaux de la scène burkinabé sont très forts et très parlants pour ne pas convoquer la conscience collective des deux rives, sur les deux rives du Congo. Je fais un jeu de mots à dessein, la RDC, Congo-Brazza, pour ne pas convoquer justement
les acteurs politiques, par exemple, du Rwanda, etc. Mais globalement, je pense que, n'en déplaise à M. Bobi Okono, les Camerounais ont une maturité politique assise. J'ai du mal à laisser qu'on fasse injure à nos compatriotes parce que à chaque fois... Ça se voit pas beaucoup, hein, à chaque fois, chère madame... beaucoup de fonctionnaires à chaque fois, chère madame, je peux être d'accord que les journalistes ont pris le pas sur ce que les acteurs politiques, parfois, en temps normal, doivent faire. Les acteurs politiques se rappellent généralement au bon souvenir de l'espace public, de la communauté nationale en temps électoraux. Il faut le regretter. Et je crois que sur ce plan, il n'a pas tort. Mais je crois que les Camerounais ont une maturité politique des plus affinées en Afrique au sud du Sahara. Et que chaque fois, justement, le peuple camerounais surprend parce que chaque fois qu'on annonce le déluge, qu'on annonce, j'ai envie de dire, de la catastrophe sur le Cameroun, le pays reste, l'apocalypse, le pays reste debout et tient en main les leviers de son avenir. Merci, et moi, je rends hommage à nos compatriotes. Merci pour cette question. Noé Djebel Massouci, pour terminer. Oui. On y va. Oui, moi, je pense que je ne ferai pas insulte, effectivement, à ces Camerounais qui font de la politique. Oui. Mais ils vont souffrir que je dise que l'adhésion aux partis politiques au Cameroun est essentiellement alimentaire. Et dès qu'on a fini de le dire, on ne voit plus des politiques en avant-scène. D'accord, mais donc, je vais quand même rappeler, peut-être pour vous aider dans votre réponse, que lorsqu'on a regardé les images qui nous venaient du Burkina Faso, c'était des jeunes qui étaient dans la rue, des élèves, des étudiants, qui ne sont peut-être pas forcément des militants de partis politiques. Quand je vous dis que l'adhésion aux partis politiques est devenue essentiellement alimentaire, ça veut dire que vous n'avez aucun argument, aucune capacité de pouvoir convaincre un jeune de venir avec vous. Encore moins de le mettre dans la rue, n'est-ce pas? Non, de venir d'abord avec vous, puisqu'il sait que vous voulez l'utiliser pour arriver à vos fins. Et à partir de là, s'il ne vient pas avec vous, comment allez-vous faire pour qu'il descende dans la rue, le moment venu? L'échec de 2008 part de là, parce qu'effectivement, les manifestations de 2008 n'étaient pas encadrées par les politiques. Ils étaient tous sous les lits, mettant les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes qui étaient dehors, ont pris un autre argumentaire. C'est lui, n'est-ce pas, de rechercher de quoi manger. Voilà, c'est tout. Donc, si la manifestation de 2008 avait été encadrée par les politiques, je vous assure que le résultat n'aurait pas été le même. D'accord. Messieurs, je vous propose de prendre la réaction de deux contributeurs qui ne sont pas avec nous sur ce plateau, mais qui se sont exprimés sur cette révolution burkinabé. Il y a d'abord le professeur Charlemagne, Pascal Misanga Nyamding, universitaire, et le docteur Hilaire Kamga de la plateforme de la société civile. Ils ont été rencontrés par Arnaud Ngefak et Constant Kamga. C'est la réaction croisée de la semaine. La zone CEDEAO est un îlot du régime militaire. Si vous y faites une analyse rigoureuse, vous allez vous rendre compte qu'entre 1960 et 2014, il y a eu dans cette zone près de 250 coups d'État et tentatives de coups d'État. Je vous fais remarquer tout de suite que, hormis un pays comme le Sénégal, tous les pays de la CEDEAO, je vous dis pratiquement tous, sont passés à la trappe des régimes militaires. Ça veut dire que c'est une zone qui n'est qu'en conformité avec une orthodoxie de coup d'État qu'on croyait être dépassée. La leçon sénégalaise aurait pu inspirer M. Compaoré, mais simplement à partir de l'instant où peut-être il conçoit le pouvoir seulement en termes d'exutoire par rapport à la menace à sa propre vie, au regard du passif qu'il accumule. Vous savez quand même qu'il a sous la main le sang de Thomas Sankara et le sang de Norbert Zongo, ne serait-ce que pour ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, vu sous cet angle, il était peut-être sûr qu'en restant au pouvoir, il pouvait ad vitam aeternam empêcher que des comptes ne soient demandés par rapport à cela. On a vu la position de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On a vu également la position de l'Union africaine et même de l'Union européenne. Il semblait vouloir mettre une convergence pour que le président burkinabé, qui n'a pas su anticiper, malheureusement, voulait qu'il y ait une transition avec le président Compaoré. Je refuse cette phobie qui de plus en plus anime un certain nombre d'Africains que j'appellerais les afro-pessimistes, qui postulent une incapacité d'émancipation des peuples africains et pensent que pour qu'il y ait une action
de la part de ce peuple, il faut forcément qu'il y ait une manipulation. Cette infantilisation est vraiment de très très mauvais endroit et de mauvais goût pour moi. Je pense que le peuple burkinabé, qui à plusieurs occasions a montré sa capacité à se mobiliser, sa maturité, on ne saurait voir une main occidentale. Certains gouvernants ne sont pas matures pour la démocratie. Aujourd'hui, le président Compaoré, malheureusement, il réagit un peu trop tard. Au moment où il parle d'une transition de 3 mois, il est clair qu'il n'a plus de légitimité d'écoute. Le peuple burkinabé devrait pouvoir envisager une transition d'au maximum 6 mois et surtout trouver des passerelles de réconciliation. Des réconciliations avec ceux qui les ont gouvernés. Parce que ce n'est que comme ça qu'ils vont éviter qu'il y ait une contre-révolution qui va plomber la révolution actuellement populaire ambiante. C'est un crépuscule qui n'épargnera personne. Ça, il faut être naïf pour ou alors continuer à entretenir de l'arrogance pour croire que ce qui est arrivé au Burkina ou ce qui arrive au Mali ou ce qui arrive à côté de nous en Centrafrique ne peut pas arriver chez nous. D'ailleurs, il faut le dire, qui peut nier qu'aujourd'hui le Cameroun est en guerre? L'armée camerounaise, que je connais la qualité, non seulement des hommes, mais aussi la posture républicaine d'un certain nombre de ses responsables, cette armée doit tirer des bonnes leçons de ce qui s'est passé dans ce pays-là, au Burkina Faso, comme ça s'est passé en Tunisie et en Égypte. Quand un peuple est déterminé, il vaut mieux ne pas utiliser les armes d'un peuple contre ce peuple, parce qu'un jour ou l'autre, vous payez. Ramener au Cameroun, effectivement, vous conviendrez avec moi que sans démagogie, en étant très rigoureux dans l'analyse, la situation n'est pas comparable pour une seule raison. Le président Paul Biya au Cameroun n'est pas arrivé au pouvoir par coup d'État. Il y a eu une succession constitutionnelle. Deuxièmement, le président Paul Biya a ouvert le système démocratique. On a une presse qui s'exprime, on a plusieurs partis politiques, on a une société civile qui existe. Et sur ce point, elle est entendue. Personne, je dis bien, personne ne peut nier qu'au Cameroun, la société civile n'a pas contesté la révision de la Constitution. Monsieur, on termine sur ce sujet du Burkina Faso avec maintenant les perspectives qui s'ouvrent à ce pays. Commençons par vous, Christophe Bebiokono. Blaise Compaoré est annoncé en Côte d'Ivoire et son frère de conseiller, François Compaoré, lui, serait au Bénin. Je veux vous demander quel est l'avenir de Blaise Compaoré qui, au fil des années, s'est conçu une réputation de médiateur dans les crises. On sait qu'en 1993, déjà, il était intervenu dans la crise togolaise. Dans la crise ivoirienne, il a été soupçonné par le camp de Laurent Gbagbo d'être parti pris. Et dans la crise malienne aussi, il a été soupçonné de connivence avec des groupes djihadistes. Comment vous voyez son avenir de médiateur? Il a raté sa sortie et il perd tout le bénéfice de tout ce qu'il pouvait engranger. Vous avez parlé de ce qu'il a fait comme médiateur, mais il le faisait en tant que chef d'État. Oui. À partir de ce moment-là, il avait quand même une oreille attentive. Aujourd'hui, que peut-il dire et à qui? Donc, je pense que pour ce qui le concerne, c'est assez difficile. Et d'ailleurs, s'il n'a pas été un bon gestionnaire de son pays, il est fort à parier que demain ou après-demain, on entendra dire qu'il y a des procédures judiciaires contre lui pour telle ou telle action. La Cour pénale internationale peut-être aussi? La Cour pénale, j'en sais rien. Vous savez, cette question-là, c'est une question assez délicate. Il faut partir des faits, j'allais dire précis, documentés et des actions précises aussi pour parvenir à une inculpation devant la... D'accord. Noé Djebet Massoussi, le pays est donc à ça qu'il est pillé depuis quelques jours. C'est un pays qui n'a déjà presque pas de ressources dans le sous-sol, qui vit presque de son agriculture et du coton précisément. Comment est-ce qu'on doit le construire maintenant? Mais les Burkinabés trouveront toujours le moyen de le construire. Ça, c'est inévitable. Piller, je pense que ce n'est pas tout le pays qui est pillé. C'est une zone, n'est-ce pas, à Ouagadougou, qui a essuyé, n'est-ce pas, quelques scènes de pillage. Oui, bon, mais globalement, le pays n'a pas de très bons indicateurs. Il est 167e, par exemple, au dernier classement Doing Business. Il est le 100e pays où fait le mieux vivre. Et plus de la moitié de la population vit avec moins de 500 francs CFA par jour. Oui, mais ça ce ne sont pas les indications d'après, de l'après. Mais c'est le bilan de Compaoré. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas... Comment améliorer ce bilan, donc? Ce n'est pas les indices ou les statistiques qui relèvent du temps où Compaoré est parti. C'est là depuis. Oui, bien sûr. On le sait. Oui. Donc c'est pourquoi je dis que maintenant qu'ils ont réussi à le chasser,
Il faut maintenant que celui qui va venir vienne faire mieux que Compaoré. C'est tout. Bon, moi, je me souviens, en 98, Compaoré avait engagé, par exemple, ce qu'il avait appelé Ouaga 2000. C'était une très belle cité. C'était pour accueillir le sommet de l'OUA en 2000. Il a multiplié les grands chantiers comme ça. C'est pourquoi, ici au Cameroun, je m'amuse souvent à dire à certains de mes compatriotes que le développement d'un pays n'est pas dans les projets structurants. Hein, parce que ce qui est là, c'est que les emplois qu'on crée sont essentiellement et prohibément, n'est-ce pas, les emplois précaires. Dès que ces projets sont livrés, on retombe à la case de départ. Donc, en principe, il faut penser à quelque chose qui est pérenne. Quelque chose qui est pérenne. Donc, l'agriculture, il faut intensifier l'agriculture, donner les moyens à ces agriculteurs de faire de la productivité. D'accord, merci. Charles Atangaramanda, des élections sont donc annoncées, ces élections sont déjà prévues en 2015, et puis on parle des élections au bout de la transition. Est-ce que des candidats sortent déjà du lot? Comment vous entrevoyez la prise de pouvoir possiblement par l'opposition ou par la société civile au Burkina Faso? Moi, je vous remercie pour cette question. Je pense que le décryptage ex post au départ de Compaoré que je puis faire, c'est qu'effectivement, la société civile va prendre langue, et c'est déjà fait du reste, avec les acteurs politiques, ceux-là même qui étaient les premiers à dire niet à Blaise Compaoré, eh bien, pour pouvoir d'abord gérer la transition eux-mêmes. Et les signaux que j'entrevois à travers le monde sont des signaux qui font état de ce que dans les prochaines heures, il ne serait pas exclu d'entrevoir le recul de l'armée burkinabé. Et donc, ceci expliquant cela, moi, je verrais bien un acteur politique en train de mener la transition au Burkina Faso, et avec une équipe collégiale au sein de laquelle on retrouverait quelques grandes figures de l'armée pour encadrer intelligemment tout cela. Mais en tout état de cause, maintenant, on rentre dans l'ordre des projections et des souhaits. Le premier souhait, effectivement, contrairement à ce que indiquait M. Ndjebel, madame, vous aviez raison. Le Burkina Faso, c'est des soubresauts, c'est un pays qui est fragmenté, qui vit une période psychologique tout à fait... je crois que tout le monde est terrassé, n'est-ce pas? Ce sont nos frères. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce pays-là peut savoir comment il va se lever demain. Donc il faut leur souhaiter tout le mal que je puisse souhaiter au Burkina Faso, simplement, c'est qu'il y ait une bonne transition et que des élections interviennent assez rapidement. D'accord. Docteur Francis Ampère-Simon, on parle d'une opposition qui est déjà quand même divisée sur la question de la prise du pouvoir. Comment est-ce que ça va se passer dans les heures qui viennent, à votre avis? Quel schéma? Bon, ceux qui ont diligenté les manifestations qui ont abouti au départ de Blaise Compaoré devraient également se mettre en exergue et continuer à manœuvrer pour qu'à la fin on mette en place une équipe consensuelle qui va conduire la transition. Et cette équipe qui devrait conduire la transition devrait s'engager à ne pas être candidate à l'élection présidentielle. D'accord. Alors, voilà qui nous conduit au reportage de la semaine. On l'a appris vendredi dernier. Monseigneur Jean Barga est le nouvel archevêque métropolitain de Yaoundé. L'évêque de Bolova, nommé administrateur provisoire en 2013, en juillet précisément, après la rénonciation du Monseigneur Victor Tonier Bakot, est âgé de 58 ans. Il présente une expérience apostolique riche et particulière. Arnaud Gueffard le connaît très bien. C'est notre correspondant à Bolova. Et voici son reportage sur les images de Francis Nguemna. Lui, Dieu l'aurait créé à son usage. Environ 94 kg sur 1,82 m. Monseigneur Jean Barga, majestueux dans la posture, spirituel au sens de la parole. Tout pour être un apôtre rassembleur. Il faut que nous soyons, car là où il y a l'unité, il y a une capacité de compétition extraordinaire. Donc communion du clergé avec les fidèles, communion des fidèles entre eux, communion avec Dieu, c'est mon défi numéro 1. Qu'on reconstruise pour solidifier la communion ecclésiale à Yaoundé. Archevêque métropolitain de Yaoundé,
archevêque de tous les chrétiens catholiques, archevêque des enfants, archevêque des invalides. Monseigneur Jean Barga reste un homme de foi, de très grande foi, et il reste humain. La bougie de son 58e anniversaire s'est allumée le 18 mai dernier. Et voilà que ces étincelles de gloire brillent désormais sur l'archidiocèse de Yaoundé. Il est né à Ebol-Medom, dans la région du centre, département de la Mofouafaba. Premier pas d'école là-bas, études secondaires au petit séminaire Saint-Paul de Balmayo, puis au grand séminaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception du Yaoundé. Une date se colle à son parcours épiscopal le 5 décembre. D'abord en 1981 pour son ordination comme prêtre et en 2004 comme évêque. Sa mission épiscopale est à comprendre comme étant un destin mariage, c'est ce qu'il nous a rappelé, faisant un lien entre son ordination en tant que prêtre un 5 décembre, son ordination en tant qu'évêque un 5 décembre, et chaque fois, à l'occasion, on célébrait la solennité de l'Immaculée Conception exceptionnellement. Nous rappelons aussi que Monseigneur Jean Barga, un plein d'histoire, est né au mois de mai, qui est également au mois marial. Plus que le destin, ce sourire, cette attention, ce partage, des thérapies qui guérissent, qui apaisent et qui bénissent. Peut-être un produit de ses travaux de recherche doctorale en théologie morale, soutenu avec brio en 1992 à l'Université pontificale Alfonsianum de Rome. Vicaire de paroisse, aumônier diocésain, curé, recteur du grand séminaire, évêque, que de postes, que de marques en peinture d'œuvres de Dieu, avec encore Ebolova en souvenir. Ebolova a été pour moi comme une création dont je ressens un peu comme mon premier enfant, à qui j'ai donné une vie et qui me tient à cœur. Argument de compétence exprimé, c'est lui le sauveur du navire qu'a fait chavirer Monseigneur Victor Tony Bacotte en juin 2013. Administrateur apostolique d'alors, sapeur-pompier, le feu est désormais éteint. L'ouragan qui était, disons, comme qui planait peut-être au-dessus de l'archidiocèse de Yaoundé a été dissipé. Pendant ces 14 mois, nous avons surtout voulu clarifier la situation et reproposer au peuple de Dieu une dynamique nouvelle dans la foi, dans l'évangélisation, dans l'apostolat, et aussi accepter de faire face aux problèmes matériels et financiers que le diocèse connaît actuellement. En son honneur donc, la célébration Alléluia en chant, Bikouti dansant à la chrétienne. Voilà donc pour cette célébration de la nomination de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Sachez que ce 2 novembre est désormais la journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. La journée a été décrétée par l'ONU en mémoire de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, 2 reporters de RFI tués à Kidal au Mali en plein exercice de leur métier. C'était l'année dernière. Au Cameroun, on a 3 journalistes qui sont aussi menacés, disent-ils, puisqu'ils ont été entendus sur l'inculpation d'avoir à Yaoundé, ressort judiciaire du tribunal militaire, courant juillet-août 2014, en tout cas, en temps légal des poursuites, en temps de paix, n'avoir pas averti les autorités militaires, administratives ou judiciaires de toute activité de nature à nuire à la défense nationale. Noé Djebel Massoussi, vous dites que c'est une atteinte à la liberté de la presse. Pas seulement une atteinte à la liberté de la presse. C'est quoi? Mais c'est encore beaucoup plus un complot. En quoi c'est un complot? Un complot contre la presse. Et je vais me dire, aller plus loin, que cela va, n'est-ce pas, d'un processus d'épuration
d'épuration médiatique et d'un génocide éditorial qui se dessine depuis pratiquement 2 ou 3 ans. D'accord. Monsieur, vous savez que les commentaires dans des procédures qui sont pendantes, les juridictions sont interdits, je vous les rappelle juste. Il ne revient donc pas ici d'entrer dans le fond de l'affaire, mais sans doute peut-être pas pour influencer les parties, mais on analyse simplement les faits tels qu'ils se sont présentés à nous. J'ai apprécié l'acte qui a été posé. C'est un rappel juste pour nous tous sur ce plateau, c'est pas à vous personnellement, nous et Djibet Massouci. Christophe Bobiokono, ces journalistes sont poursuivis comme journalistes ou alors comme citoyens? Mais c'est ça, il faudrait faire la part des choses. Il faudrait qu'on sache à un moment donné de l'information s'ils sont poursuivis comme journalistes ou comme, de simples citoyens oui. ou des gens qui ont complété contre leur pays parce qu'ils sont l'infraction qui a été retenue contre eux, pour laquelle ils ont été inculpés, et de la famille des infractions qui renvoient aux atteintes à la sûreté de l'État. Mais pour l'instant, les faits, nous ne les connaissons pas. C'est pour cela que moi, je trouve totalement hâtif toutes les prises de position qu'on peut avoir en faveur ou en défaveur de ces compatriotes. Mais simplement, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une toute petite évolution lundi dernier, parce qu'en les inculpant, le juge d'instruction du tribunal administratif a sorti l'inculpation d'un certain nombre de restrictions, et notamment des restrictions professionnelles. Et je me suis amusé à aller lire le code de procédure pénale, puis le code pénal, et je me suis rendu compte qu'on fait une restriction professionnelle lorsque l'activité professionnelle a conduit à la commission de l'infraction. Donc, j'ai peur de dire qu'ils sont donc poursuivis comme journalistes. En tout cas, le juge d'instruction nous suggère qu'ils sont poursuivis comme journalistes. À partir de ce moment-là, je suis un peu inquiet. D'accord. Docteur Francis Appert-Simo, au lendemain de l'audition de ces journalistes, le quotidien Le Jour nous apprend qu'ils sont cités dans l'affaire du notaire Maître Harissou, accusé, lui, d'outrage au président de la République. Est-ce que ça vous surprend? Bon, peut-être avant de répondre à cette question, il faudrait que je pose le problème réel qui se passe dans notre pays. Est-ce qu'il y a possibilité de faire la distinction entre un journaliste et un citoyen ordinaire? La loi camerounaise, la loi de 1990 sur la liberté de communication sociale, c'est une loi spéciale. Donc c'est le droit de la presse, c'est un droit spécial. Mais curieusement, il y a un mariage contre nature entre cette loi de 90 et le code pénal de 1965. Dans les articles 74 et 75 de la loi de 90, on renvoie la sanction des infractions commises dans cette loi au code pénal. Et il faut se souvenir que ce code pénal, c'est celui qui a servi dans les années où on parlait du maquis au Cameroun, c'est-à-dire à réguler, à réagir par rapport à une situation précise. Ce qui fait en sorte que le droit de la presse, qui est un droit spécial, en ce qui concerne sa sanction, on renvoie la sanction au droit commun. Ça veut donc dire quoi? Qu'au Cameroun, le droit de la presse est devenu un droit commun, ce qui ne peut pas se faire. Si on veut regarder, il y a des éléments qui font en sorte qu'on ne puisse jamais confondre le droit de la presse à un droit commun. Premièrement, il y a l'absence de présomption d'innocence chez le journaliste. Ensuite, il y a la clause de conscience qui permet à un journaliste de démissionner et avoir droit à une indemnité. Il y a également, en ce qui concerne la diffamation et l'injure, des possibilités qui sont offertes aux journalistes d'échapper à la condamnation bien qu'il ait commis une faute. Ce qu'on ne retrouve pas dans le droit commun. Il y a aussi le secret professionnel. D'accord. Charles Atangamanda, globalement, on parle d'un document qui aurait été remis à main propre à ces journalistes pour exploitation. Est-ce que c'est un délit de presse? Non. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit non rapidement? Je ne sais pas, prenez peut-être le temps de réfléchir. Avoir une posture de recul. Cela s'appelle dans notre métier, puisque au-delà de toute chose et par-delà tout, je suis journaliste de formation. Et pour pouvoir être fonctionnaire dans l'administration qui m'emploie, il a fallu initialement que je sois ou que je fût journaliste. Ceci expliquant cela, je vous réponds en disant que j'entre dans ce sujet avec tout le recul, je mets dans les gants, mais je reste convaincu que ces compatriotes n'ont posé et n'ont commis aucun acte visualisable, palpable, concret, dans le strict exercice de leur métier de journaliste.
Auquel cas, nous l'aurions lu dans les journaux, nous l'aurions écouté dans les radios, nous l'aurions vu dans les télévisions. journaux, par contre. C'est ce qui est dit dans Justement, les journaux. je voudrais rattraper un peu, pour une fois n'est pas coutume, M. Bobiokono, pour dire qu'il y a eu même une exagération. Tout à l'heure, vous avez suivi les propos de M. Diébet, qui est coutumier du fait exagératif, je le lui concède. Si c'est un compliment. Syndicaliste de son État. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Écoutez-moi, oui, nous terminons, chère madame. Je suis en train de vous dire, madame Yemelon, que de mon point de vue, il s'agit des citoyens camerounais exerçant la profession de journaliste. Maintenant, jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, d'abord, ils ne sont pas trois. Le métier de journaliste est un métier de précision. Il s'agit de 2 journalistes et d'un enseignant dans une école de journalisme. C'est important de le dire aussi pour la bonne information du grand public. Et donc, on a vu, nous, à l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, une exagération incroyable. C'est noté. De 2 choses l'une, je suis par là en vous disant que moi, mon souhait simplement est qu'on puisse, de notre point de vue, laisser la justice faire son travail dans cette affaire. Merci. Et laisser ceux qui sont appelés devant la justice s'organiser tranquillement pour leur défense. On parle de documents qui ont été détenus. Donc, pourtant, on sait aussi que les journalistes, dans l'exercice quotidien de leur fonction, reçoivent souvent des rapports, des discours, bref, des documents qu'ils exploitent ou qu'ils n'exploitent pas. C'est à ce niveau que vous situez la défense de vos collègues? Non, est-ce qu'il y a même une défense à situer? Le problème, c'est que personne ne peut attester à l'heure actuelle s'ils ont reçu les documents ou s'ils n'en ont pas reçu. Puisque l'exploitation, on n'en a pas vu. Donc, il est difficile, effectivement, d'établir sur cette thèse-là qu'il y a les documents qui circulent. Mais ce qui est sûr, comme vous le dites bien, en tant que journaliste, vous savez que les journalistes ont des sources d'information. Et des sources d'information qui, ça peut être verbal, ça peut être par écrit. Donc, il n'y a pas... Moi, je ne trouve pas à ce niveau quelque chose d'anormal. Ce que je trouve d'anormal, c'est au niveau de la convocation de ces 3 confrères, parce que je n'enlèverai pas la casquette à Baba Ouam des journalistes, parce que la plupart du temps, et la plupart des journaux qui pilulent dehors, ce sont les fonctionnaires et les agents publics, les enseignants qui écrivent dedans. Donc, il peut... quand même. Oui, bon. Mais tous ici, nous ne savons pas des journalistes. Non, chaque fois qu'ils écrivent dans un journal, attendez, on rentre dans la définition du journaliste et on retrouve qu'il mérite de porter cette casquette. Donc, à ce niveau, moi, je ne le retire pas. Ce qui m'a chagriné, c'est qu'au niveau de la convocation, on voyait déjà au niveau de la sommation interprétative l'adjectif inculpé. D'accord. Moi, la question que je me pose, à quel niveau avait-il été, n'est-ce pas, auditionné pour être inculpé? Donc, ils arrivent devant un juge, étant déjà inculpés. Je n'ai pas compris cette procédure, sauf si les érudits du droit me diront que, effectivement, cela est possible. D'accord. Et docteur Ampère Simon, on revient dans le contexte global que vous avez posé tout à l'heure pour dire rapidement que ces 3 journalistes sont donc placés sous surveillance judiciaire. Ils sont interdits de communication publique, de sortie du territoire national, sans doute peut-être pour préserver le secret de l'institution. Mais on peut se demander peut-être pourquoi le juge n'a pas choisi la surveillance judiciaire plutôt que l'engagement préventif, par exemple, que l'article 46 du Code de procédure pénale lui donne la possibilité d'appliquer. Et donc, il laisse la possibilité à ces journalistes de continuer à exercer sans toutefois verser dans les infractions qui leur sont reprochées. Bon, sur le plan international, quand on veut mesurer l'indice de liberté de la presse dans un pays, on vérifie comment est-ce que le système judiciaire s'accorde pour protéger les journalistes. Bon, sur ce plan-là, on se rend compte que le juge militaire a été un peu excessif. Mais il faudrait comprendre, parce qu'il ne faut pas prêter le flanc à ceux qui veulent nous fainéantiser. Parce que les textes qui sont mis à la disposition du juge ne permettent pas au juge de faire la distinction entre le journaliste et le citoyen ordinaire. Parce que si on avait donné la possibilité au juge de faire cette distinction-là, le juge n'aurait pas pris une mesure. Il aurait choisi le citoyen. Et non pas le journaliste. Charles Atangamala voulait répondre à cette question. Je vous rappelle qu'il nous reste 2 minutes, on va faire rapidement. Merci beaucoup. Je voulais rassurer M. Diébet parce que nous avons une mission sur ces plateaux de télévision d'information, de formation aussi du grand public.
L'inculpation, c'est quoi? Prenez simplement le dictionnaire, n'importe quel dictionnaire. C'est l'acte par lequel le juge d'instruction ouvre justement une procédure judiciaire contre une personne soupçonnée des délits ou des crimes. Et donc, naturellement, en vous convoquant, par exemple en France, l'inculpation s'appelle en France la mise en examen. Je vous l'ai dit, c'est dans le dictionnaire. Je voulais arriver. C'est deux choses différentes. Non, la mise en examen est différente de l'inculpation. Non, c'est la même chose. Non, les termes juridiques et judiciaires n'ont pas c'est la même chose. Prenez le dictionnaire, je vous mets au défi. Le public à la maison, je demande aux Camerounais qui nous écoutent et au monde entier qui nous écoute de prendre le dictionnaire quel qu'il soit. D'accord, c'est ça l'inculpation. Sur cette inculpation ou alors on passe rapidement sur la loi qui protège les journalistes ou pas au Cameroun. J'ai approché des amis magistrats qui m'ont dit que à partir du moment où le juge d'instruction est en possession d'éléments, souvent on peut appeler des indices, des charges et tout ça, il peut d'emblée dire je vais inculper. Il n'a pas besoin d'entendre au préalable. Le problème chez nous, c'est que dans le suivi des affaires de l'opération Hypervier, qui sont des affaires très très médiatiques, on a coutume de voir une enquête préliminaire, voilà, un suspect parti du bureau du procureur de la République pour être présenté au juge. Et il n'y a pas cette convocation-là, ou bien, comment je peux dire ça, l'acte de convocation, le mot m'échappe un peu, et dans lequel le juge peut effectivement annoncer. Moi, je dois vous dire qu'avant d'avoir auditionné M. Marafa, M. Fosso Victor, excusez-moi, Michel, et d'autres, le juge d'instruction à l'époque, M. Maniangue Mabé, avait dit je disjoint cette procédure parce que je vais les inculper. Donc on peut très bien inculper quelqu'un sans l'avoir. D'accord. Francis Ampère Simon, s'il vous plaît. C'est l'acte par lequel on notifie à quelqu'un qu'il va être jugé devant une juridiction. Bon, d'accord. Ça peut être le tribunal de première. Alors, est-ce que vous allez dire pour terminer qu'il y a le durcissement des conditions d'exercice du journalisme au Cameroun? Bon, du durcissement des conditions d'exercice du journalisme au Cameroun, je pense que l'occasion est donnée aux journalistes de revendiquer qu'on mette à leur disposition un cadre précis d'exercice et qui est une dissociation entre la pratique journalistique et le droit commun. 30 secondes. Oui, moi je voulais dire que j'ai beaucoup appris à partir de cette procédure, parce que je ne savais pas qu'un citoyen, je me situe comme journaliste à la position d'un citoyen, je ne savais pas qu'un citoyen qui est au courant d'un certain nombre d'informations, surtout les informations qui peuvent porter à tête, enfin pas des informations, mais sur peut-être des démarches, voilà, et devrait les porter à la connaissance des autorités et tout. Mais il faudrait qu'on sensibilise suffisamment les Camerounais, pas seulement les journalistes, pour leur dire, écoutez, si vous êtes informés de ce qu'il y a un complot qui se prépare à tel endroit pour peut-être rogner 1 cm² du territoire de votre pays, par exemple, c'est l'une des atteintes et tout, il faut le dire aux autorités. Et donc le journaliste devient un agent de renseignement, Noé Djeben Massouki. C'est que je refuse abondamment. Et effectivement, à la suite de Bobiokono, je dirais oui, il faut sensibiliser les gens. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces gens qui ont vu les chars de Boko Haram et repartir? Qu'est-ce qu'on a fait de tous ceux-là qui ont vu les chars, les camions de Boko Haram porter, n'est-ce pas, les explosifs au chantier chinois? On les a pas inculpés, vous direz. Mais absolument, il faut aller les ramasser. Pourquoi merci. Les laisser Vous couper si vous allez en fait, je vais très rapidement pour interpeller la conscience collective. Chaque Camerounais, chaque Camerounaise a l'obligation de veiller sur la sécurité de notre pays. Merci à Bobiokono pour cette posture d'humilité. Le fin mot aujourd'hui, c'est l'humilité justement face aux problèmes de la loi. D'accord. Et vous comprendrez qu'on reviendra sur cette affaire plus longuement, puisque les auditions ou alors les auditions ne font que commencer du côté du tribunal militaire de Yaoundé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de Canal Presse. À la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres thématiques. Au revoir. En principe, ça ne devrait pas.